Mon père n'a pas baissé la voix. Il n'a pas hésité. Il a levé le vieux livret d'épargne jauni assez haut pour que toute la salle puisse le voir, a souri au micro, et a lancé « La place des ordures » est à la poubelle. Puis, il l'a lâché directement dans le seau à glace et au champagne qui se trouvait à mes pieds. Le bruit fut discret, un simple clapotis humide, mais le rire qui suivit fut assez fort pour briser quelque chose en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dit un mot. Je suis sorti de ma propre réception de mariage en silence, emportant avec moi quelque chose de bien plus lourd que l'humiliation. Et 3 jours plus tard, un employé de banque a regardé ce même livret ruiné et a chuchoté « Madame, s'il vous plaît, ne partez pas, la salle de réception sentait le lys et les macarons, le lin blanc, le cristal, tout était poli pour refléter le genre de vie que mon père, Bernard, croyait que notre famille représentait. Respectabilité générationnelle, contrôle, apparence. C'était le jour de mon mariage, mais cela ressemblait à une pièce de théâtre mise en scène pour lui. Je me tenais près de la table d'honneur dans ma robe en satin ivoire, manches longues, d'un design conservateur. Ma grand-mère, Madeleine, m'avait aidé à la choisir. « Tu n'as pas besoin de paillettes », m'avait-elle dit, ses mains tremblantes lissant le tissu, « tu as déjà survécu à des épreuves bien plus dures. » Elle était assise 2 rangs derrière, désormais frêle, repliée sur elle-même avec un gilet bleu pâle drapé sur ses épaules comme une armure devenue trop grande. Ses yeux ont croisé les miens brièvement. Elle m'a adressé un minuscule signe de tête. Quand vint le moment des discours, Bernard se leva le premier. Évidemment. Il parlait toujours en premier. Il ajusta le micro, attendit que la salle se taise, et sourit de cette façon qu'ont les hommes qui croient que le silence leur appartient. Il parla de legs, de valeurs familiales, de discipline. Il ne mentionna mon service au sein de l'armée de terre qu'une seule fois, et même là, cela sonna comme une note de bas de page. Elle a toujours eu besoin de structure, dit-il en riant. La salle rit poliment. Puis, Madeleine se leva. Un murmure parcourut l'assistance lorsqu'on réalisa qu'elle s'avançait. Elle n'était pas au programme. Elle ne l'était jamais. Bernard fronça légèrement les sourcils, mais il ne l'arrêta pas. Il aimait paraître magnanime. Elle m'atteignit lentement, c'est pas prudent, sa main serrant un petit objet enveloppé dans un mouchoir. De près, je pouvais voir les veines sous sa peau fine, l'échymose pâle sur son poignet là où elle s'était cognée au comptoir le matin même. « Pour toi » murmura-t-elle en le pressant dans ma paume. Sa voix tremblait, mais pas son regard. « Ton grand-père, Jean-Pierre, voulait que tu l'aies. » Je dépliai le tissu. À l'intérieur se trouvait un vieux livret d'épargne. La couverture était craquelée, les bords assouplis par l'âge. Le papier sentait la poussière et le thym. Ce n'était pas beau. Ça n'allait pas avec la pièce. Ça n'avait pas sa place là où l'argent portait des smokings. Je sentis Bernard s'approcher avant même de l'entendre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il dans le micro, le ton léger, curieux, dangereux. Je ne répondis pas assez vite. Il tendit le bras et me l'arracha des mains. Les invités se penchèrent. Il le feuilleta 1 fois, 2 fois. Sa bouche se tordit, non pas de confusion, mais de dégoût. « Ça, » dit-il en le brandissant, « voilà où nous en sommes maintenant. » Quelques rires inconfortables éclatèrent aux tables. « Un vieux livret de caisse d'épargne, » continua-t-il, « des années 70. » Il secoua la tête, souriant comme un homme indulgent face à un fantasme d'enfant. « Nous avons dépassé ce genre de choses. » Il regarda le seau à champagne à côté du pupitre. Des glaçons flottaient dans le liquide doré, la condensation s'accumulant sur le sol. « La place des ordures est à la poubelle » dit-il clairement. Et il lâcha prise. Le livret tomba dans la glace. Il y eut un hoquet de surprise collectif, suivi de rire. Ni cruel, ni gentil. Le genre de rire que les gens utilisent pour rester en sécurité. Je fixai le seau. Le livret flotta 1 seconde avant de couler, ses pages s'ouvrant comme une blessure. Je ne réfléchis pas. Je m'agenouillai. Le froid me mordit les doigts alors que je plongeais ma main dans l'eau glacée, trempant la dentelle de mes poignets, ma manche, la doublure de ma robe. Quelqu'un murmura mon nom.
Quelqu'un d'autre rit de nouveau, plus fort cette fois. Je sortis le livret, dégoulinant et ruiné, je le pressai contre ma poitrine et me relevai. Bernard se pencha vers le micro. Ne sois pas dramatique, dit-il doucement. Assieds-toi. Je ne le regardais pas. Je ne regardais personne. Je fis demi-tour et sortis. Dehors, l'air du soir était frais et sentait l'herbe coupée et l'iode lointaine de la côte normande. Je restai sous le porche, ma robe lourde d'eau, mes mains engourdies. Les bruits de la réception s'échappaient par les portes, la musique reprenait. Les voix montaient. Le monde se corrigeait maintenant que j'étais parti. Madeleine sortit quelques minutes plus tard. Elle ne me toucha pas. Elle se tint simplement à mes côtés. « Je suis désolé. » dit-elle. Je secouai la tête. « Ne le sois pas », elle regarda le livret mouillé dans mes mains. « Il ne l'a jamais ouvert », dit-elle calmement. Moi non plus. Cette nuit-là, je rentrai chez moi. Sans même me changer. Je posai le livret sur le comptoir de la cuisine et regardai les pages séchées en forme rigide et gondolées. Je n'ai pas pleuré. L'armée vous apprend à rester immobile quand tout à l'intérieur veut se fracturer. 3 jours plus tard, j'entrai dans la succursale de la Banque centrale en centre-ville. Le hall était de marbre et de silence. Des chaussures cirées chuchotaient sur le sol. Je portais un jean, des bottes, un manteau ordinaire acheté d'occasion des années auparavant. Je transportais le livret dans un sac en plastique transparent. Scellé comme une pièce à conviction. La guichetière était jeune, la vingtaine. Elle prit le sac du bout des doigts, son expression soigneusement neutre. « J'aimerais vérifier le solde, dis-je. » C'était un cadeau. Elle hocha la tête, tapant déjà sur son clavier, ses yeux jetant un coup d'œil aux pages déformées. Je voyais ce qu'elle attendait. Une erreur, un zéro, quelque chose de simple. Puis elle s'arrêta. Ses doigts restèrent en suspens au-dessus du clavier. Elle cligna des yeux, se pencha vers l'écran. Le sang se retira de son visage. « Madame » chuchota-t-elle en se levant brusquement. « S'il vous plaît, ne partez pas. » Juste un instant. Elle disparut par une porte latérale. Les gens commencèrent à me regarder. Je restai là, agrippé au comptoir. Ressentant le même calme que lors de mes patrouilles à l'étranger quand la radio devenait silencieuse et que l'on savait que quelque chose n'allait pas. J'étais sorti de mon mariage en transportant des ordures. J'étais sur le point d'apprendre ce qu'elles valaient réellement. La zone d'attente sentait la cire et le vieux papier. Quelque part au-dessus, une ventilation bourdonnait de manière si contrôlée que cela semblait délibéré. Je restais au comptoir où la jeune femme m'avait laissé, les mains à plat sur la pierre fraîche. Les gens faisaient semblant de ne pas fixer. Un homme en costume gris changea sa mallette de main. Une femme près de la porte regarda son téléphone, puis moi, puis son téléphone. Le calme n'était pas hostile, il était curieux. Ce genre d'attention qui se pose sur vous quand quelque chose a déraillé de manière indéniable. Je ne bougeais pas. À l'armée, on apprend tôt que la panique gaspille l'oxygène. On apprend à respirer. Quand le corps veut fuir. Debout dans ce hall de banque, je ressentais le même serrement de poitrine qu'avant l'émission, quand le plan s'effondrait et qu'il fallait attendre les ordres. La porte latérale se rouvrit. La guichetière revint, mais elle n'était pas seule. Derrière elle marchait un homme d'une 50aine d'années, les cheveux poivre et sel soigneusement peignés. Des lunettes posées bas sur son nez. Il dégageait l'autorité calme de ceux habitués à rendre des décisions. Un autre homme suivait, plus grand, plus jeune, vêtu d'un costume sur mesure bien trop coûteux pour une simple agence de quartier. Ils ne regardèrent pas le livret en premier. Ils me regardèrent, moi. « Mademoiselle », dit le plus âgé d'une voix basse et contrôlée. « Auriez-vous l'amabilité de nous suivre dans un bureau privé ?» J'ai acquiescé. Il m'indiqua un court couloir. La guichetière fermait la marche, ses mains si serrées que je voyais ses tendons. La pièce où ils me conduisirent était petite mais élégante. Une lourde table en chêne, des chaises en cuir, des diplômes encadrés au mur. Ça sentait l'encre et le métal, comme ces vieux bâtiments qui gardent des secrets depuis des décennies. « Je vous en prie », dit l'homme en tirant une chaise. « Asseyez-vous. » Je m'exécutai.
Il posa le sac plastique délicatement sur la table comme s'il était fragile. Je suis Monsieur Girard, le directeur de l'agence. Voici Monsieur Lefebvre, notre directeur régional. Le plus jeune inclina la tête, ses yeux ne quittant pas le sac. Avant de continuer. Reprit Girard, je veux vous poser une question simple. Il fit une pause. Savez-vous ce qu'est ce conte? J'envisageais de mentir, mais quelque chose dans son ton me dit que ce serait inutile. Non, dis-je. On m'a dit que c'était un compte d'épargne. Ma grand-mère me l'a donné. Il hocha la tête lentement. Et le nom de votre grand-mère? Madeleine Valois. Cela suffit. Lefebvre expira bruyamment par le nez. Girard ferma les yeux une seconde, comme on le fait quand une possibilité lointaine devient enfin réalité. Nous attendions que ce conte refasse surface. Dit Lefebvre calmement. Depuis très longtemps. Je sentis l'air changer dans la pièce, comme la pression avant un orage. Girard ouvrit le sac et retira le livret, le posant sur un sous-main. Propre. Il ne sourcilla pas devant les pages gondolées. Il le manipulait avec révérence. Ce n'est pas un compte d'épargne standard, dit-il. En 1979, votre grand-père a établi un compte lié à une fiducie sous un arrangement complexe. C'était inhabituel même à l'époque. Je fixai le livret, ce même livret que Bernard avait jeté sans un regard. C'était un investisseur précoce. Ajouta Lefebvre. Très précoce. Il a réinvesti chaque dividende, n'a jamais touché au capital. Girard fit glisser un dossier vers moi. Nous avons gardé le compte sous surveillance internant. Raison de son inactivité et de sa structure, mais sans bénéficiaire déclaré en personne, nous ne pouvions rien divulguer. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait une seule page. Des chiffres la remplissaient. Je l'ai lu une fois, puis une seconde. Le total était là, sans artifice. Pas de virgule pour l'adoucir. Je n'ai pas sursauté. Je n'ai pas parlé. Mes mains devinrent de glace. Lefebvre m'observait. Est-ce que ça va? Oui, dis-je. Et c'était vrai. Le choc, pour moi, ne ressemblait pas au chaos. Ça ressemblait à l'immobilité. Ce montant, dit Girard, est entièrement acquis, légalement payable à vous suite au décès de votre grand-père, qui, selon nos dossiers. Il hésita, est survenu il y a 12 ans. Ma gorge se serra. Personne ne nous a contactés. Lefebvre secoua la tête. La fiducie était scellée. Votre grand-père avait anticipé des interférences. Je savais exactement quel genre d'interférence. Y a-t-il quelqu'un d'autre sur la liste? Demandai-je. Non, répondit Girard. Seulement vous. La pièce parut soudain trop petite. La voix de mon père résonnait dans ma tête. La place des ordures est à la poubelle. Il avait tenu des millions entre ses mains et les avait jetés parce qu'il n'avait pas l'air assez impressionnant, parce qu'il venait de quelqu'un qu'il avait déjà décidé d'ignorer. Je regardai à nouveau le livret, l'encre délavée, sa patience tranquille. Cela change beaucoup de choses, dit Lefebvre prudemment. Nous devrons procéder aux vérifications, bien sûr. Mais... Il sourit faiblement, félicitations, mademoiselle Valois. Votre grand-père était quelqu'un de très prévoyant. J'ai acquiescé. Alors qu'il sortait chercher des documents supplémentaires, je m'appuyais contre le dossier de la chaise et fermais les yeux. Et soudain, je n'étais plus dans une banque. J'avais 10 ans, je me tenais pieds nus sur le carrelage de la cuisine, tenant une assiette brisée, tandis que Bernard me regardait depuis le pas de la porte. Il n'avait pas crié non plus. Il n'en avait jamais besoin. Le silence était son arme. Ramasse ça, avait-il dit. Et sois plus attentive la prochaine fois. J'avais appris tôt que survivre signifiait obéir. Que rester petite permettait de rester en sécurité. La porte cliqua, me ramenant au présent. Girard revint avec un dossier plus épais. Nous irons à votre rythme, dit-il. Rien ne presse. Je croisai son regard. Oh que si. Je quittai la banque une heure plus tard avec des copies de documents scellés dans une enveloppe. Dehors, la ville continuait sa course comme si de rien n'était.
Je restai assise dans ma voiture un long moment, l'enveloppe sur le siège passager. Je n'appelais pas mon mari, Lucas. Je n'appelais pas Madeleine. Je n'appelais pas Bernard. Je démarrai le moteur et rentrai chez moi car je savais une chose avec une certitude absolue. Si mon père découvrait ce que ce livret contenait réellement, il ne rirait plus. Il se transformerait en chasseur. Le trajet se fit par automatisme. Arrivé à la maison, celle-ci me parut identique. Petite, propre, banale. Le genre d'endroit qui ne laissait jamais deviner les tempêtes qu'il m'avait appris à endurer. À l'intérieur, je posai l'enveloppe sur la table de la cuisine sans la rouvrir. Je n'en avais pas besoin. Je voyais encore les chiffres en fermant les yeux. Je fis du café, non par besoin, mais parce que la routine me calmait. La bouilloire siffla, et avec elle revint un souvenir si tranchant qu'il me fit presque tressaillir. J'avais 12 ans, dans le bureau de Bernard, l'odeur du cuir et de l'eau de Cologne était épaisse. Il était assis derrière son bureau. Les doigts joints, m'observant comme un problème non résolu. Madeleine se tenait près de la porte, les mains croisées. « Tu m'as embarrassé », avait-il dit calmement. « Je t'ai posé une question au dîner et tu as hésité. Cela montre aux gens que tu ne connais pas ta place. » J'avais hoché la tête. « Va dans ta chambre. Réfléchis à la façon dont tu représentes cette famille. » C'était ainsi qu'il me punissait. Pas avec des coups, mais par l'absence. Par le retrait de cette approbation qu'on m'avait entraîné à désirer. En grandissant, Bernard était un homme qui croyait en l'ordre avant tout. L'ordre dans sa maison, dans ses affaires, chez ses enfants. Quand je m'étais engagé dans l'armée, il ne s'était pas opposé. Il l'avait présenté comme une fierté, disant aux gens que je cherchais de la discipline. Mais je connaissais la vérité, l'armée lui plaisait parce qu'elle promettait de me contrôler sans exiger sa présence. Quelqu'un d'autre donnerait les ordres. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que l'armée ne m'avait pas appris l'obéissance, mais le discernement. La différence entre le bruit et la menace, entre l'autorité et l'arrogance. Mon téléphone vibra. Son nom s'afficha. Je le laissai sonner. Il vibra à nouveau quelques minutes plus tard, puis encore une fois. Au 4e appel, je décrochai. « Qu'est-ce qu'il y a » dis-je. Il ne s'encombra pas de politesse. « Tu es parti sans dire au revoir » dit-il. En effet. « Tu m'as humilié » lança-t-il, devant mes invités. Je l'imaginais dans la salle de réception. Ajustant sa veste, lissant le moment comme il le faisait toujours. « Tu t'es humilié tout seul » dis-je doucement. Il y eut un silence, une recalibration. Cette vieille femme n'avait pas à faire ça, dit-il en parlant de Madeleine, sortir une relique pareille, faire une scène. Elle m'a fait un cadeau, répondis-je. Il rit, un son bref et méprisant. Si c'est comme ça que tu veux l'appeler. Je regardai l'enveloppe sur la table. Est-ce que tu as seulement cherché à savoir ce qu'il y avait dedans ? Demandai-je. Un autre silence, plus long celui-là. C'était des déchets. Dit-il. Ça se voyait. Parce que ça n'avait pas l'air cher ? Parce que je connais la valeur des choses, répliqua-t-il. Je fermai les yeux. C'est tout ce que je voulais savoir. Adieu. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Ce soir-là, j'allai voir Madeleine. Sa petite maison était chaleureuse, remplie d'odeurs de lavande. « Tu es venu » dit-elle doucement. Je m'agenouillai devant elle. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Elle sourit tristement. « Ton grand-père le voulait ainsi. Il disait que le pouvoir est plus sûr quand il attend son heure. » J'avalai ma salive. Il savait. Elle hocha la tête. Il voyait comment ton père te traitait. Il voulait que tu sois protégé. Je pris ses mains dans les miennes. Je ne le laisserai pas y toucher, dis-je. Je le sais, répondit-elle. Tu as toujours été la plus forte, même quand tu te taisais. En rentrant, je ressentis une grande clarté. Le lendemain matin, Bernard rappela. Sa voix était différente, mesurée, presque douce. J'ai réfléchi, dit-il, au sujet du livret. J'attendis. S'il y a quoi que ce soit de valeur, cela devrait être géré correctement par quelqu'un qui comprend ces questions. J'ai failli sourire.
Le chasseur avait repéré une piste. La banque m'appela le lendemain. Le numéro était masqué. Mademoiselle Valois, ici Éléonore Leroy du Bureau de gestion des fiducies. Nous aimerions fixer un rendez-vous de vérification. Je demandai si c'était possible le jour même. Le bureau se trouvait dans les étages supérieurs, loin du hall de marbre. La salle de conférence était vaste, surplombant Paris. Madame Leroy arriva avec 2 associés et un dossier si épais qu'il fit un bruit sourd en tombant sur la table. Mon grand-père avait été méthodique. Il avait construit ce compte comme on construit un pont, anticipant les tensions, prévoyant les sabotages. Il a anticipé des interférences légales. Dit doucement Madame Leroy, c'est pourquoi la fiducie est restée dormante jusqu'à ce qu'un bénéficiaire direct se présente. Les chiffres apparurent à nouveau, non plus comme un total choquant, mais détaillés, investissement, dividendes, 40 ans de croissance silencieuse. Ce n'est pas de l'argent spéculatif, dit-elle, c'est stable, intentionnellement discret. J'ai presque ri. Y a-t-il une chance que, mon père, ou quelqu'un d'autre, puisse le réclamer? Aucune, dit-elle. La documentation est inattaquable. Un sentiment étrange m'envahit alors. Pas de la joie, mais de la sécurité. En sortant, mon téléphone vibra encore. Lui. Je ne répondis pas. Je conduisis jusqu'à la caserne. L'odeur familière d'huile et de métal m'enveloppa. Les soldats vaquaient à leur tâche. Le grade signifiait ici la clarté. Bernard avait toujours cru que le pouvoir devait s'annoncer, qu'il devait être vu pour être réel. Il avait tort. Ce soir-là, il frappa à ma porte. Je ne l'entendis pas tout de suite, mais je reconnus l'impatience dans ses coups. Quand j'ouvris, il était là, veste déboutonnée, l'air irrité. Nous devons parler, dit-il en entrant comme si l'espace lui appartenait déjà. Je ne bougeais pas, tu peux parler. Ses yeux balayèrent la pièce, notant mon mobilier modeste. J'ai parlé à un contact à la banque, dit-il. Tu as des contacts? Partout. Oui, dit-il sèchement, et l'un d'eux a mentionné un vieux compte refaisant surface. J'attendis. S'il y a de l'argent en jeu, ce n'est pas quelque chose que tu devrais gérer seul. Et voilà, dis-je calmement. Il fronça les sourcils. Voilà quoi. Le moment où tu décides que je suis incapable. Son visage se crispa. Ce n'est pas une question de toi. C'est une question de responsabilité. De contrôle. C'est ce que je disais, rectifiai-je. Il rit, mais son rire était plus nerveux. Tu es émotive. Je reculai et ouvris la porte en grand. Entre. Il hésita, surpris. À l'intérieur, il fit les 100 pas pendant que je m'asseyais à la table. Il parla d'avocats, d'impôts, de la façon dont les choses pouvaient mal tourner. Tu ne comprends pas les risques, dit-il. Je comprends les risques, répondis-je. Je vis avec eux chaque jour. Il s'arrêta et me regarda vraiment pour la première fois. Tu n'as pas l'expérience. Moi, si. Je croisai les mains. Est-ce pour cela que tu n'as même pas ouvert le livret avant de le jeter? Le silence fut immédiat. Quoi? Demanda-t-il. Tu ne l'as jamais ouvert, dis-je. Tu n'as jamais demandé ce qu'il y avait dedans. Ses yeux se plissèrent. Parce que ce n'était rien. Je soutins son regard. Ce n'était pas rien. L'air devint électrique. Combien? Demanda-t-il enfin. Je ne répondis pas tout de suite. Je regardais le calcul s'opérer derrière ses yeux, comme toujours quand quelque chose menaçait son ordre établi. C'est substantiel. Dis-je. Il exhala lentement, un sourire étirant le coin de sa bouche. Alors nous devons agir vite. Je vais faire venir mon avocat. Nous structurerons cela sous l'ombrelle familiale. Pour le protéger. De quoi? De l'examen minutieux, dit-il. Des erreurs. De moi, voulais-tu dire? Je m'adossai à ma chaise. Laisse-moi y réfléchir. Il me scruta. Visiblement mécontent, mais il hocha la tête. Ne tarde pas trop. L'opportunité n'aime pas l'hésitation. Quand il partit, je verrouillai la porte. Je n'étais pas en colère. J'étais prête.
car je savais exactement comment cela allait se terminer. Il reviendrait avec des promesses et des menaces. Et il assumerait, comme toujours, que mon silence signifiait ma soumission. Il n'avait aucune idée du genre de silence auquel il faisait face désormais. Bernard n'attendit pas longtemps. 2 jours plus tard, il rappela avec une douceur de voix qui sonnait faux. « Je me suis inquiété pour toi, dit-il. J'étais assise à ma table, l'enveloppe de la banque rangée dans un tiroir. Je vais bien, dis-je. Je sais que cela doit être accablant, continua-t-il. L'argent peut faire ça, surtout quand il arrive de nulle part. Il n'est pas arrivé de nulle part, répliquai-je. Il attendait. Un silence. Il n'aima pas la réponse. J'ai parlé à un avocat fiscaliste, dit-il, ignorant ma remarque. Quelqu'un de très discret. Il convient que cette situation nécessite une main experte. J'imaginais l'avocat qu'il avait choisi. Quelqu'un qui savait brouiller les pistes. Je ne te l'ai pas demandé, dis-je. Non, admit-il. Mais je suis ton père. C'est ma responsabilité. Encore ce mot. Responsabilité. Tu devrais passer à mon bureau, dit-il. Nous examinerons les chiffres ensemble. Non, dis-je. Le silence s'étira au téléphone. Alors nous nous verrons dans un endroit neutre. Dit-il finalement. Il y a un gala de charité ce week-end à l'hôtel de Crillon. Tu y seras. Je fronçai les sourcils. Je n'ai pas dit ça. Tu es sur la liste des invités, dit-il calmement. Je m'en suis assuré. Pourquoi? Parce que ce genre de discussion ne doit pas avoir lieu dans des cuisines ou des couloirs. Cela mérite un cadre approprié. Un public, voulait-il dire. Je vais y réfléchir, dis-je. Tu devrais, répondit-il. Parce que si tu ne gères pas cela correctement, les gens vont commencer à poser des questions. Quel genre de questions? Sur ta grand-mère, dit-il. Les mots tombèrent exactement là où il le souhaitait. Elle est âgée. Vulnérable. Si quelqu'un suggérait qu'elle a été manipulée pour signer des documents qu'elle ne comprenait pas. Tu m'accuserais d'abus de faiblesse, terminai-je. Je n'accuserai pas, dit-il avec légèreté. Je serais forcé de réagir. Je serrai le téléphone. Tu me menaces. Je protège la famille, corrigea-t-il. Quand l'appel prit fin, mes mains tremblaient, mais pas de peur. De reconnaissance. C'était le même schéma. Le contrôle masqué par l'inquiétude. Je n'appelais pas d'avocat. J'appelais mon mari, Lucas. Il m'écouta sans m'interrompre. Il est désespéré, dit enfin Lucas. Comment le sais-tu? Les hommes comme ton père n'utilisent les menaces que lorsqu'ils saignent déjà. Lucas travaillait dans l'analyse de données financières. Il voyait ce que les autres manquaient. Il ne pousserait pas si fort s'il n'avait pas besoin de cet argent, continua Lucas. Ce qui signifie qu'il cache quelque chose. Cette nuit-là, Lucas étala des documents sur notre table. Registre public, dépôt de société, montage financier. Complexe. Ce n'est pas un empire, dit-il doucement. C'est une façade. Je me penchai par-dessus son épaule. Emprunt, transfert suspect, trous inexpliqués. Il est insolvable, dit Lucas. Et pire, il fait l'objet d'un contrôle fiscal approfondi. Le mot flotta entre nous. Il a besoin de liquidité. Vite. Et ton héritage est de l'argent propre, intouchable, le genre qui pourrait couvrir ses traces. Je repensais à la voix de Bernard au téléphone. Il n'essayait pas de me sauver. Il essayait de se sauver lui-même. Le lendemain matin, je le rappelai. Pour le gala, dis-je. Laissant ma voix trembler juste assez. J'ai réfléchi. Oui, dit-il, trop rapidement. Je ne sais pas ce que je fais, avouai-je. La banque a commencé à parler de déclaration. De surveillance fédérale. J'ai peur. Il reprit son souffle. C'est exactement pour cela que tu as besoin de moi, dit-il. Je peux gérer ça. Je connais le système. Je ne veux pas d'ennui. Chuchotai-je. Et tu n'en auras pas, dit-il, si tu me fais confiance. Confiance. Le mot était amer. Qu'est-ce qu'on ferait, demandai-je.
On consoliderait le tout, dit-il. On déplace les actifs sous la fiducie familiale. C'est propre, légal, efficace. Et les impôts? Je les ferai disparaître, dit-il. Comme toujours. Voilà. L'aveu qu'il ne réalisait même pas faire. Samedi, dit-il, au gala. Nous signerons tout dans la suite VIP avant les discours. J'annoncerai une expansion majeure. Ça aura l'air légitime. Il voulait le projecteur. La validation. D'accord, dis-je doucement. J'y serai. Il exhala, satisfait. Tu fais le bon choix. Quand je raccrochai, Lucas me regarda. Il a mordu à l'hameçon, dis-je. Lucas hocha la tête. Alors il est temps de préparer le piège. Nous n'avons pas forgé de documents cette nuit-là. Nous avons conçu une souricière qui reposait sur la plus grande faiblesse de mon père, sa certitude que je ne serais jamais une menace pour lui. La salle de bal de l'hôtel de Crillon brillait comme une promesse non tenue. Les lustres de cristal déversaient leur lumière sur le marbre. Les tables bruissaient de l'argent ancien et de rires feutrés. Bernard était dans son élément. J'arrivai à 19h58 précise. Je ne portais pas d'uniforme. Je portais une robe noire simple. Structurée. Le genre d'élégance qui ne mendie pas l'attention. La seule différence était ma démarche, droite et assurée. Je l'aperçus immédiatement. Il se tenait près de l'estrade, riant trop fort. Une main sur l'épaule d'un conseiller municipal. Quand ses yeux se posèrent sur moi, son sourire se fit plus tranchant. Il traversa la salle en saluant les donateurs comme un roi faisant sa tournée. « Tu es en retard, dit-il d'une voix basse. Tu l'as. » J'ai hoché la tête et lui ai tendu le dossier en cuir bleu. « Bien, dit-il. Allons en haut. » La suite VIP surplombait la place de la Concorde. Un bureau trônait près de la fenêtre, les documents disposés avec soin. Lucas avait bien fait ses devoirs. Mon père ne s'assit pas. Il ne lut pas. Il parcourut les titres comme le font les hommes déjà convaincus du résultat. Cela place les actifs sous la fiducie familiale, dit-il en tournant les pages. Pouvoir d'administration, fiduciaire unique, autorité totale. Oui. C'est propre. Dois-je signer quelque chose? Demandai-je, gardant ma voix petite. Non, dit-il d'un geste de la main. Juste moi. Tu me transfères la responsabilité. Responsabilité. Encore. Il saisit le stylo. Un homme plus intelligent aurait remarqué le titre « Affidavit de gestion financière historique et responsabilité exclusive ». Un homme plus prudent se serait demandé pourquoi les dates remontaient à 20 ans. Un homme plus méfiant se serait interrogé sur les entités listées en annexe dont il se souvenait à peine. Bernard n'était rien de tout cela. Il signa. Le stylo gratta le papier, audacieux et confiant. Sa signature était large, certaine. Voilà, dit-il en me rendant le dossier. C'est fait. Il ajusta sa veste et regarda sa montre. Je dois aller sur scène. Grande annonce. Il n'attendit pas ma réponse. Je m'écartai alors qu'il quittait la suite. Mon cœur ne battait pas la chamade. Ma respiration était régulière. C'était le calme après des mois de préparation. Je sortis mon téléphone, pris une photo de la page signée et l'envoyai. À quelques kilomètres de là, Lucas l'a reçu. En quelques secondes. L'affidavit fut joint à une plainte pour dénonciation déjà chargée sur le portail de la brigade financière. Chaque entité, chaque date, chaque signature que Bernard venait de revendiquer comme sienne. En bas, les lumières tamisées annonçaient son entrée. Bernard monta sur scène. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, les bras grands ouverts. Ce soir, je suis fier d'annoncer une expansion historique de la Fondation Valois. Les applaudissements roulèrent dans la salle. Un engagement de 12 millions d'euros pour l'avenir de cette ville. Il sourit. Le sourire d'un homme. Dévoilant son héritage. Derrière lui, l'immense écran LED vacilla. Le logo de la fondation disparut. À sa place apparut un sceau officiel, indiscutable, Direction générale des finances publiques. Saisie d'actifs en cours. Les applaudissements s'effondrèrent dans un silence de mort.
Mon père se retourna, plus confus qu'effrayé. Il regarda l'écran, puis la salle, comme s'il attendait que quelqu'un rit. Personne ne le fit. Les portes au fond de la salle s'ouvrirent avec fracas. 6 agents de la brigade financière s'avancèrent avec une efficacité glaciale. Les conversations s'éteignirent. Bernard Valois appela l'agent de tête. Éloignez-vous du pupitre. Le visage de mon père devint livide. Savez-vous qui je suis, exigea-t-il. Oui, répondit l'agent. Calmement. Vous êtes le fiduciaire unique qui vient d'accepter la responsabilité légale de 20 ans d'activité financière non déclarée. Le regard de mon père se projeta vers moi. Elle m'a piégé, hurla-t-il. Ma fille. Elle m'a manipulé. Gardez cela pour le juge, dit l'agent. Les menottes se refermèrent. Les flashs des photographes crépitèrent à leur con. L'emmenait, sa veste de luxe se froissant sous la pression de mains qui se moquaient des apparences. L'homme qui régnait sur les assemblées par sa voix fut réduit au silence en quelques secondes. Je pensais que c'était fini. Ce ne l'était pas. La porte de la suite VIP claqua derrière moi. Je me retournai pour voir mon frère, le cou trempé de sueur, les yeux sauvages. Tu as tout ruiné. Siffla-t-il. C'était déjà ruiné, dis-je d'un ton égal. Il plongea la main dans sa veste et sortit un couteau à viande dérobé sur une table, la lame dentelée accrochant la lumière. Il n'y avait plus de calcul en lui, seulement de la panique. Lucas s'interposa. Pose ça. Mon frère s'élança. Lucas fut plus rapide. Le couteau vola sur le marbre. Mon frère poussa un cri alors. Que son poignet se tordait. Il s'effondra au sol, sanglotant, non de douleur, mais de la réalisation soudaine qu'il n'était rien sans l'ombre de Bernard. Les agents arrivèrent quelques secondes plus tard. Quand la pièce fut enfin vide, je restai seul près de la fenêtre. L'eau de la Seine coulait comme elle l'avait toujours fait, indifférente aux effondrements humains. Bernard avait cru que le pouvoir était bruyant. Il s'était trompé. Le pouvoir était patient, et ce soir, il s'était exprimé. 3 semaines plus tard, le portail sentait le sel et la pluie. La lumière du matin glissait sur l'eau en ligne patiente. J'étais assise sur le balcon de mon appartement, un café refroidissant entre mes mains. La ville s'éveillait, ignorant que l'un de ces hommes les plus bruyants s'était tu. Mon père était toujours en détention. La caution avait été refusée. Le juge avait cité le risque de fuite et la complexité financière. Son empire s'était effondré en une pile de dossiers judiciaires. Mon frère avait accepté un accord. Pas d'héritage, pas de grands discours, juste une mise à l'épreuve et un emploi qu'il n'avait jamais voulu. Un travail d'exécutant où personne ne se souciait de qui était son père. Madeleine dormait mieux maintenant. Elle m'appelait chaque matin, parfois juste pour me dire ce qu'elle cuisinait. Je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. Ils ne peuvent plus te faire de mal, me dit-elle un jour. Je ne la corrigeai pas, car ce qu'elle voulait dire, c'était qu'il ne pouvait plus m'effacer. Le transfert de la fiducie fut finalisé discrètement. Pas de cérémonie. Juste des signatures et le clic des systèmes informatiques. Lucas me demanda ce que je voulais faire de l'argent. Rien, dis-je. Il sourit. Rien. Laisse-le fructifier. Je suis toujours en service. J'ai encore du travail. Et c'était vrai. Je retournai à la caserne le lundi suivant. Les mêmes bottes, la même routine. Personne ne me saluait différemment. Cela m'importait plus que je ne l'aurais cru. L'argent ne m'avait pas donné de pouvoir, il m'avait donné une isolation. Le genre qui permet de dire « non » sans crainte. Le genre qui permet au silence d'être un choix, et non une tactique de survie. Je brûlai la dernière copie de l'affidavit sur le balcon cet après-midi-là. Je n'en avais plus besoin. Le système avait fait son œuvre. Ce document n'était que le record d'un fardeau que j'avais porté trop longtemps, la croyance que j'étais petite parce que j'étais silencieuse. Lucas s'assit à côté de moi. Ça va? J'ai hoché la tête. Oui. Et je le pensais. Parce que ce que Bernard n'avait jamais compris, c'est que la force ne s'annonce pas. Elle n'hurle pas dans des micros. Elle attend. Elle apprend. Elle endure.
Et elle se montre quand le moment est venu. Je restais en contact avec la banque, avec les avocats qui parlaient avec mesure et ne présumaient jamais savoir ce qui était bon pour moi. Ils demandaient, ils écoutaient. Cela ressemblait à une nouvelle langue. Les photos du mariage arrivèrent par la poste un mois plus tard. Je les feuilletai lentement, m'arrêtant sur l'image de Madeleine me tendant le livret. Le moment juste avant que tout ne change. Je fis encadrer celle-là. Non pour ce qui suivit, mais pour ce qu'elle représentait, la confiance, la prévoyance tranquille. L'amour qui n'a pas besoin d'applaudissements. Je ne vais plus à des galas. Je ne m'assois plus à des tables où le respect est conditionnel. Je choisis des pièces plus petites, plus honnêtes. Là où le silence n'est pas une arme. La famille, j'ai appris, n'est pas une question de sang. C'est qui se tient à vos côtés quand le coffre s'ouvre. C'est qui vous croit quand tout le monde rit. C'est qui vous protège sans rien demander en retour. Si vous écoutez cette histoire et que quelque chose en vous semble familier, si vous avez déjà été ignoré ou si l'on vous a dit que votre valeur dépendait de votre bruit, je veux que vous sachiez ceci, vous n'avez pas besoin de crier pour exister. Vous n'avez pas besoin de permission pour être puissant. Parfois, les plus silencieux sont les mieux préparés.